La bourse américaine, qui a ouvert en hausse hier, et le mouvement se prolonge sur les indices boursiers européens, avec cet espoir dans la tête des investisseurs, à tort ou à raison, d'une approche, on va dire, plus flexible, plus mesurée de la part de Donald Trump et de son administration sur les droits de douane. Bonjour Christopher Demir. Bonjour. Merci d'être avec nous, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Est-ce que les investisseurs se berce d'illusions ou vraiment on peut imaginer qu'il y ait de la flexibilité concernant cette mise en place des droits de douane, notamment droits de douane réciproques à compter du 2 avril est-ce que certains secteurs pourraient en être exclus? Est-ce qu'il y a une hésitation ou pas du tout, où les investisseurs se font des films? Je pense que les investisseurs finalement ne savent pas vraiment à quel sein se vouer. En tout début d'année, ils se disaient finalement Trump, on connaît ce que c'était, et vous l'avez vu, les marchés étaient plutôt positifs, y compris le marché américain en tout début d'année, et on l'a vu, finalement Trump a mis en place une politique qui est très erratique du point de vue économique. On a une grande difficulté à avoir de la lisibilité. Ce qui semble en revanche certain, c'est qu'il a toujours la même stratégie, que ce soit d'ailleurs en diplomatie, en économie, etc. On est radical dès le départ, on demande quelque chose qui est impossible à obtenir, mais en revanche, ça permet à ceux qui sont à face, ça peut être des alliés, soit des partenaires, finalement, de faire le pas avant. Sur les tarifs douaniers, il ne faut pas oublier aussi que malgré tout, il y a une pression qui n'est pas complètement directe sur l'administration, c'est-à-dire les chiffres économiques. La confiance des consommateurs aux États-Unis chute, et le point qui est peut-être intéressant, c'est qu'elle chute de manière aussi importante si on a un électeur démocrate que républicain, alors qu'habituellement, quand même, c'était assez souvent décorrélé. Donc ça montre vraiment qu'il ne peut pas complètement négliger cet aspect aussi. Ouais, après, c'est vrai que si on se réfère au premier mandat de Trump, on avait tous compris que l'arme des surtaxes douanières était, on va dire, destinée à obtenir des deals. Oui. Certains disent qu'aujourd'hui, il s'agit d'une politique qui est vraiment vouée à durer, qui est destinée vraiment à restructurer l'économie américaine. Voilà, est-ce que c'est votre sentiment aussi? Dans ces cas-là, je vous dis que c'est plutôt la même histoire que sous Trump 1. Complètement. Il y a eu, alors, son équipe est plus compétente, mais aussi plus idéologique qu'au premier mandat. Finalement, Trump avait juste ses tarifs douaniers qui étaient vraiment mis en avant. Si vous regardez les profils, notamment du conseiller économique de la Maison-Blanche, il a publié récemment, enfin, avant qu'il prenne ses fonctions, il a publié un papier où il mettait en avant notamment que les tarifs douaniers, mais pas uniquement une éventuelle baisse du dollar, etc., avaient un objectif de restructurer complètement l'économie mondiale. Donc, il y a une vraie philosophie, une vraie volonté. Pour la désintoxiquer. Pour la désintoxiquer. À quoi? À la dette. À la dépense publique. À la dépense publique. Ça, c'est vraiment l'élément qui revient assez régulièrement dans beaucoup de commentaires des conseillers de la Maison-Blanche. Et a priori, quand même, les tarifs douaniers ne sont qu'une étape. Vous avez aussi bien l'arme des tarifs douaniers que la volonté de contrer l'influence chinoise, mais aussi une vraie volonté économique. Alors, il y a ces rumeurs de dévaluation du dollar qui seraient mises en place par la Maison-Blanche, avec de nouveaux accords qui seraient à peu près similaires aux accords du Plaza dans les années 80. Ça ne me paraît pas probable d'obtenir, mais ça ne veut pas dire que la Maison-Blanche ne va pas vraiment militer pour avoir un dollar plus faible, une baisse de la dette, de la dépense publique, et tout cela, ça s'inscrit dans une restructuration complète de l'économie mondiale. Donc c'est peut-être un peu plus inquiétant que Trump 1, où finalement c'était versatile, mais on savait gérer les tarifs douaniers. Ouais, en même temps, Christopher, on a vu CMA CGM investir 20 milliards de dollars. Encore cette nuit, il y a quelques heures, Hyundai qui dit investir 20 milliards de dollars sur le sol américain. Il attire aussi Donald Trump malgré cette guerre commerciale, les tarifs douaniers. Ou grâce aux tarifs douaniers, puisque en produisant sur place, il n'y a plus de tarifs douaniers, et puis il y a potentiellement une baisse de l'impôt sur les sociétés qui pourrait descendre jusqu'à 15%. Tout à fait. Et je pense qu'il est important de ne pas... Il ne faut pas non plus tout voir en noir. Et voilà, c'est ça. Il faut vraiment avoir une vision qui est un peu plus mesurée. Il a des succès, déjà. Effectivement, c'est peut-être au détriment notamment des alliés européens, mais il a des succès économiques. Ça ne modifie pas le fait que l'économie américaine, avant Trump et après Trump, certainement aura encore des gains de productivité, qu'il y a une vraie attractivité économique. Alors certes, il accentue le phénomène parce que si vous avez des tarifs douaniers, vous avez la baisse de la fiscalité, bien sûr, c'est une incitation supplémentaire à être présent aux États-Unis. Oui. Mais le phénomène était là avant. Il l'accentue, c'est beaucoup plus volubile dans les propos. Mais sous Biden, vous aviez d'autres manières, mais vous aviez aussi c'était America First sur le domaine de la transition énergétique. Oui. C'était quasiment du dumping par rapport aux Européens. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, les entreprises dans le solaire en Europe, il y en avait quelques-unes en Allemagne, elles ont toutes fermé et celles qui ont survécu, elles sont allées aux États-Unis. Mais c'était fait avec le sourire. C'était fait avec le sourire, avec les bonnes manières diplomatiques et avec un ton qui est très différent. Mais à la toute fin, malgré tout, c'était America First. Et ça, je pense que vous avez raison, c'est important de le souligner, c'est des deux côtés, démocrates et républicains. Est-ce que c'est vrai que les patrons américains commencent, alors ils ne peuvent pas le dire à voix haute évidemment, sinon après ils ne sont plus invités à la Maison-Blanche, mais les grands patrons américains commencent à être inquiets de ces droits de douane dans tous les sens?
Oui, parce que finalement, on n'a pas une grande visibilité à court terme. La Maison-Blanche a compris ces inquiétudes et donc il y a un vrai service après-vente qui commence à être fait. Vous avez plusieurs conseillers ou républicains influents, notamment au Sénat, qui sont allés voir les milieux d'affaires, qui leur disent voilà, bon, c'est très bien qu'à court terme, ça va être compliqué, il va falloir faire le dos rond. Mais à long terme, c'est pour le bien commun. Après, c'est un pari, on verra si c'est réussi, mais c'est un autre sujet. Mais ils commencent à comprendre qu'il y a une forte pression, notamment des milieux des affaires, parce que la réalité, c'est surtout aujourd'hui Wall Street qui est très chahuté et quelques grands noms dans le domaine technologique et dans le domaine industriel. Et ça a peur, bien évidemment. Après, je pense qu'il faut relativiser, c'est-à-dire ça fait moins de 3 mois. On fera un meilleur bilan certainement d'ici 6 mois, 1 an. Ma conviction, c'est malgré tout qu'il s'en sortira plutôt bien sur le plan économique. Je sais que tout le monde en ce moment révise à la baisse les prévisions de croissance. L'économie américaine est en perte de vitesse, là, quand même. En perte de vitesse, mais alors ça dépend quel chiffre on regardait. Mais le consensus, on était à peu près 2,2, 2,3 en janvier. On est à 1,7. 1,7, on va prendre le chiffre de la Fed. C'est pas dramatique, ce sera toujours mieux que les Européens. 0,5 points de révision à la baisse en 3 mois, c'est violent. Alors, c'est violent. La Fed a, à juste titre, essayé d'intégrer aussi bien qu'on puisse le faire en économie les tarifs douaniers et l'incertitude qui en résulte. Mais quelque chose qu'on doit retenir, c'est-à-dire que les tarifs douaniers, que ce soit les consommateurs ou les entreprises, on arrive toujours à les contourner. Je vous donne un contre-exemple, un exemple qui va dans ce sens-là plutôt. En 2022, vous aviez un record de rentrée fiscale liée aux taxes qui étaient à l'égard de la Chine. 2023, ça s'est effondré tout simplement parce que les entreprises ont mis en place des stratégies de contournement. Donc on se dit quoi? On se dit que d'ailleurs ça peut marcher à moyen long terme, sa stratégie de droit de douane, chercher à relocaliser, baisser les impôts, déréguler au final. Écoutez, je pense que malgré tout ça reste attractif. Si on est sur du long terme... C'est attractif mais c'est pas coopératif. Voilà, mais il est dans un autre univers. Il n'est plus dans le multilatéralisme. Il y a une vision qui est vraiment complètement unilatérale. Et vous le voyez aussi bien aussi en géopolitique. Et derrière, c'est quand même de l'économie. Cette volonté de contrôler unilatéralement les routes commerciales, de contrôler des métaux essentiels pour l'économie américaine, parce qu'ils ont compris qu'on est sur une croissance qui est finie, finalement, à un certain stade. Tout cela, ça montre bien, effectivement, qu'on a chaviré dans un autre monde où les États-Unis sont dans un rapport de bras de fer, mais qui rappelle aussi la politique économique américaine au 19e siècle. On le regardait moins parce qu'il n'y avait pas la même puissance économique, mais les États-Unis étaient ultra protectionnistes à ce moment-là. Et d'ailleurs, Trump fait souvent référence au 19e siècle. Ouais. Après, on finit là-dessus, c'est comme la question qu'on s'est posée juste en dessous, c'est de savoir si les marchés ont raison ou tort, marchés boursiers, investisseurs, de penser qu'il va pouvoir faire un peu machine arrière. Donald Trump, à mesure que l'économie affichera de moins bons résultats, que l'inflation pourra repartir un peu, et que Wall Street, et donc les économies des Américains, l'épargne des Américains, continueraient de baisser. En tout cas, les actions américaines sont à des niveaux de valorisation là, très attrayants. On a quoi, 10% de baisse par rapport au plus haut? C'est ça. Ouais. Vous avez une entreprise comme Nvidia, vous êtes sur un ratio cours sur bénéfice autour de 25. 25 sur les 10 dernières années, c'est des points d'entrée d'habitude. Meta, Google, on est à des niveaux qui sont encore inférieurs. Aujourd'hui, si on regarde sur les flux, les seuls acteurs qui commencent à revenir sur les actions américaines, ce sont les fonds de pension étrangers. Personne d'autre, c'est-à-dire les autres institutionnels, les particuliers étrangers ne reviennent pas sur les actions américaines. Ma conviction, c'est que malgré tout, au-delà du bruit lié à Trump, aujourd'hui, vous avez Nvidia avec ou sans Trump, ça reste une belle société, comme les Google, etc., qui a fait d'ailleurs un très beau deal récemment. Donc, je serais plutôt positif sur le fait que les marchés actions américains pourraient rebondir. Allez, merci beaucoup pour Merci. Christophe Van de Beek pour Pictet Asset Management. Merci. Merci encore.